Tout juste 19h à Alger, vous êtes sur Al24 News, c'est à la une de l'actualité. 80% des feux de forêt en Algérie sont maîtrisés. Le ministère de l'Intérieur entame l'étape du recensement des dégâts sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, reçoit la sous-secrétaire d'État américaine Michelle Sisson au menu des discussions coopération bilatérale et dossiers régionaux. Les incendies de forêt de retour en force en Méditerranée. Les experts jettent la pierre au changement climatique. Dossier dans cette édition. Et en pleine tourmente, le Soudan traverse l'une des pires saisons estivales de son histoire. En cause le manque d'eau et d'électricité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a instruit le ministère de l'Intérieur de lancer un recensement des dégâts relatifs aux incendies qui ont touché plusieurs wilayas du nord du pays afin d'entamer les opérations de dédommagement au profit des citoyens affectés, indiqué aujourd'hui un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le ministère algérien de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que 80% des incendies ont été maîtrisés, et ce grâce à la mobilisation permanente des services de la protection civile durant la nuit d'hier d'une part, et des interventions efficaces des avions d'extinction des incendies d'autre part. Les opérations se poursuivent au niveau de 13 foyers de feu dans 7 wilayas selon la même source. Actualité diplomatique, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue tanzanienne Stergomena Tax qui a exprimé ses sincères condoléances à l'Algérie suite aux violents incendies, affirmant toute la solidarité de la Tanzanie en ces temps difficiles et douloureux. Les chefs de la diplomatie des deux pays ont par ailleurs passé en revue les moyens de renforcer les relations bilatérales dans le cadre notamment de la 5e session du comité intergouvernemental qui se tiendra en Algérie au début du mois prochain. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a également reçu un appel de son homologue suédois Tobias Billström, durant lequel ce dernier a exprimé son profond regret ainsi que le refus catégorique quant à l'incident de l'autodafé d'une copie du Saint-Coran à Stockholm qu'il a qualifié de vil. Billström a indiqué à son homologue algérien que les restrictions constitutionnelles qui limitent le champ d'intervention du gouvernement pour contrer de tels agissements, il a également tenu informer Ahmed Attaf de l'initiative prise par le ministère suédois de la Justice portant examen de la possibilité d'adapter la réglementation relative au maintien de l'ordre public à l'impératif traitement de ce type d'acte répréhensible. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne a rappelé la teneur de la correspondance adressée à la représentation diplomatique de Suède en Algérie, laquelle portait sur la protestation officielle de l'Algérie et sa ferme condamnation de ces actes immoraux et inciviques qui visent tout ce qui est sacré pour les musulmans partout dans le monde. Ahmed Attaf, qui par ailleurs a reçu au siège du ministère des Affaires étrangères algérien à Alger la sous-secrétaire d'État américaine Michelle Sisson, qui effectue une visite de travail en Algérie. Après avoir présenté ses condoléances à l'Algérie à la suite des derniers incendies au nom de son gouvernement, les entretiens entre les deux responsables ont porté sur les questions bilatérales et le dialogue stratégique entre l'Algérie et les États-Unis. Les discussions se sont également penchées sur les dossiers régionaux ainsi que l'évaluation de la situation en Libye, au Mali et au Soudan, et ce en préparation de la visite prochaine du chef de la diplomatie algérienne à Washington. Dans ce contexte, la sous-secrétaire américaine n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'Algérie quant aux efforts déployés pour garantir la stabilité régionale et continentale. Algérie toujours, le chef d'état-major algérien, le général d'armée Saïd Chengri, a reçu ce mardi en audience le chef d'état-major italien de la défense, l'amiral Giuseppe Cavodragone, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire.
Saïd Chengriha a souligné que les relations algéro-italiennes sont imprégnées d'une confiance mutuelle, scellée à la faveur de plusieurs décennies de coopération positive et constructive basée sur l'histoire régionale commune et l'aspiration à servir les intérêts des deux peuples et à renforcer la paix et la sécurité en Méditerranée. A noter que cette visite s'inscrit dans le prolongement des échanges de visites entre l'Algérie et l'Italie, lesquels reflètent la qualité des relations bilatérales dans les différents domaines et traduisent la volonté politique des dirigeants des deux pays de promouvoir un partenariat stratégique par excellence. L'Italie qui fait face, elle aussi, à un épisode de feux de forêt, notamment en Sicile. L'aéroport de Palerme a dû fermer pour quelques heures alors que les pompiers s'efforçaient d'éteindre un incendie majeur dans une zone voisine qui a également perturbé le trafic routier et ferroviaire local. Des incendies plus graves encore et plus intenses frappent la Grèce depuis plusieurs jours. Des milliers de touristes sont rentrés chez eux alors que les incendies de forêt continuent de faire rage sur l'île de Rhodes lors de ce que le gouvernement grec a qualifié de plus grande évacuation jamais entreprise dans le pays. Plus de 19 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer et leurs hôtels à cause des feux qui ont atteint les stations balnéaires du sud-est de l'île. Un incendie de forêt a également entraîné des évacuations sur l'île de Corfou, très prisée des touristes. A noter également qu'un bombardier d'eau de type Canadair, avec à son bord 2 pilotes, s'est écrasé mardi alors qu'il luttait contre un incendie de forêt dans le sud-est de l'île de Baie. Je vous le disais en titre, ce n'est pas la première fois que la région du bassin méditerranéen fait face à une vague de feux de forêt d'une telle ampleur qu'il s'agisse de la rive nord ou sud. D'importants incendies détruisent la faune et la flore sous l'effet du changement climatique. C'est du moins ce qu'avancent de nombreux experts du climat. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de la première cause des incendies en Méditerranée? Élément de réponse avec Souila Akilal. Les pays méditerranéens des deux côtés de la rive connaissent ces dernières semaines une vague de chaleur sans précédent. Des températures qui battent tous les records. De jour comme de nuit, le mercure s'emballe, rendant l'air irrespirable. Tous ces ingrédients météorologiques réunis mènent inexorablement à la multiplication des départs de feu. L'été 2023 est bien parti pour être l'un des étés les plus chauds que la planète ait connus. Les pays nord-africains, à la star de l'Algérie et de la Tunisie, luttent ces derniers jours contre des incendies ravageurs qui ont détruit des hectares de forêt et coûté la vie à des dizaines de personnes. Même chose pour le sud de l'Europe où plusieurs pays mènent une lutte acharnée contre les incendies. En Grèce, plus exactement sur l'île de Rhodes, cela fait 8 jours que les soldats du feu tentent de maîtriser le brasier. Une vision apocalyptique qui dénote de l'ampleur du phénomène. En Italie, c'est encore plus édifiant. Le pays est coupé en deux, alors que la mobilisation est générale pour venir à bout des violents incendies qui touchent Palerme, la Sardaigne et la Sicile. Le nord du pays, lui, fait face à de très violents orages qui ont coûté la vie à 2 personnes. Quant à l'Espagne, le pays connaît des incendies à répétition depuis le printemps dernier. Tous ces phénomènes sont les conséquences directes du changement climatique que subit la planète bleue. En ce qui concerne la Méditerranée, les scientifiques ont depuis longtemps classé la région comme un hotspot du changement climatique. Ces changements climatiques ont des répercussions néfastes directes sur la culture, notamment du blé et des olives, l'assèchement des nappes phréatiques en raison du manque de pluie, mais également sur la montée du niveau de la mer et du risque d'inondation, d'érosion et de salinisation des côtes. Selon le chef de l'Organisation météorologique mondiale, la réduction de la consommation de combustibles fossiles est la clé pour inverser la tendance négative du changement climatique. La question clé pour le bien-être de l'humanité et de la biosphère, et pour les générations à venir, est aussi pour les économies mondiales que nous devons réduire notre consommation de combustibles fossiles, qui est la principale raison de ces vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses et des tempêtes tropicales plus intenses, ainsi que la fonte des glaciers dans le monde entier. Vous l'aurez compris, l'homme est responsable du réchauffement climatique et les effets que nous subissons aujourd'hui sont bien partis pour s'installer dans la durée, voire s'aggraver. Sauver notre planète implique dès maintenant la modification du système mondial de consommation
en ayant recours à des sources d'énergie plus propres, telles que l'énergie éolienne et solaire. Alors que disent aujourd'hui les experts économiques à ce sujet? Nous avons avec nous en direct depuis une ville méditerranéenne, en l'occurrence Marseille, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. Un bonsoir, monsieur Sini. Question simple mais qui s'impose. Est-ce que le changement climatique est, selon vous, la cause des canicules que nous vivons actuellement et par extension des incendies? Écoutez, clairement, il y a un lien de cause à effet entre le réchauffement climatique et les épisodes d'incendie que nous vivons partout en zone méditerranéenne. Vous le voyez en Italie, en Grèce, en Turquie, en Tunisie et même en Algérie, malheureusement. Et ces épisodes vont malheureusement s'accentuer, s'aggraver au fur et à mesure des décennies et puis des années à venir. Et vous savez, nous sommes en train tout simplement de payer chèrement le prix de l'inaction sur le réchauffement climatique que nous aurions dû entamer il y a environ une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un véritable sursaut qui doit être effectué. Nous devons changer notre attitude, nous devons mettre en place deux plans d'action qui est d'abord la sensibilisation. Je pense qu'il y a un véritable déni de la part des acteurs économiques, de la part de certains pays également qui contribuent fortement au rejet de gaz à effet de serre, mais aussi un volet adaptation, puisqu'on va devoir faire face dans les années à venir à ce type d'incendie meurtrier et ravageur. Et je rajouterai même un troisième volet qui est celui de l'atténuation. Et là, on va devoir revoir complètement notre schéma de consommation, notre modèle économique, notre modèle également de vie pratiquement, pour pouvoir faire face à ces bouleversements qui vont nous affecter durablement. Merci Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Vous étiez en direct avec nous depuis la cité phocéenne Marseille. Dans le dossier palestinien, les martyrs n'en finissent pas de tomber l'un après l'autre sous l'impunité internationale. 3 Palestiniens ont été lâchement assassinés par les forces sionistes à Naplouse ce mardi. Un crime de plus qui s'ajoute à la longue liste d'exactions sionistes commises contre le peuple palestinien. Neila Hamouda. Sans scrupules et sans état d'âme, l'armée sioniste a assassiné 3 jeunes Palestiniens à la Porte Tour, sur le mont Gerzim, à Naplouse, en Cisjordanie occupée. La horde sauvage sioniste a ouvert le feu sur le véhicule transportant les 3 Palestiniens. Des tirs ciblés et nourris, puisque l'occupation a fermé la zone et empêché le personnel médical palestinien d'y accéder. Les familles des 3 martyrs n'ont pas pu récupérer les dépouilles puisque ces dernières ont été retenues et le véhicule également confisqué. Nous avons été informés vers 6h30 qu'il y a un affrontement armé à la Porte Tour et qu'il y a 4 blessés lors de cet affrontement. 2 véhicules ambulanciers se sont précipités sur les lieux. Nous avons été empêchés avec arrogance par les forces d'occupation d'atteindre la zone de l'incident. Les forces de l'occupation sioniste ont délibérément ciblé les caméras de surveillance sur la scène du crime, dont le seul objectif est de cacher les détails de cet assassinat. Le ministère de la Santé palestinien a confirmé la triste nouvelle. Les factions palestiniennes n'ont pas tardé à condamner cet acte barbare. L'autorité palestinienne a considéré que cela est un crime de guerre et une poursuite des violations de l'occupation contre le peuple palestinien. Ces crimes brutaux et odieux, qui sont devenus le quotidien des Palestiniens, reflètent la brutalité et le racisme de l'entité sioniste. L'impuissance internationale et le silence de l'administration américaine sur les violations de l'occupation sioniste est devenu une couverture pour ces crimes. Au Soudan, la situation humanitaire n'en finit pas de se détériorer. Pris au piège au milieu des combats et des chaleurs saisonnières, le manque d'eau et d'électricité fait passer aux Soudanais l'une des pires saisons estivales de leur existence. Safouane Ben Sabri. Port-Soudan, nord-est du Soudan, des enfants autour d'une glacière qui vante de l'eau, une denrée devenue rare en cette terre particulièrement inhospitalière. Un peu plus loin, 2 seniors viennent remplir leurs bidons. L'eau est désormais une préoccupation majeure du quotidien des citoyens soudanais. La guerre continue de faire rage au Soudan. Les civils subissent de plein fouet ses répercussions dans leur vie quotidienne. Le manque d'eau est accompagné par des coupures d'électricité plongeant la ville dans le noir. Cet été a commencé tôt. Il y a une pénurie d'électricité.
Un jour, il y a de l'électricité, puis celui d'après, il n'y en a plus. Avec un été d'une telle chaleur, il n'y a pas d'eau. Maintenant, nous achetons de l'eau. Nous devons aller là où l'eau est vendue. Ceux qui la vendent disent que l'approvisionnement en eau va reprendre, mais il n'y a pas d'eau. Nous attendons. Que pouvons-nous faire d'autre? Port-Soudan abrite désormais des milliers de Soudanais qui ont fui la guerre qui sévit dans la capitale Khartoum entre les forces armées du pays et les forces de soutien rapide. L'afflux de déplacés soudanais a troublé la ville, déjà aux prises avec de mauvaises infrastructures. Le sort s'acharne sur ce pays de la Corne de l'Afrique où les températures ont atteint un niveau exceptionnellement élevé de 52 degrés. Dans le reste de l'actualité, en Afrique, le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce mardi une session fermée consacrée à la situation en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, un dossier sur lequel nous reviendrons en détail lors de nos prochaines éditions. En Espagne, le blocage institutionnel persiste à la suite des résultats des élections législatives, et ce malgré la victoire de la droite et du Partido Popular, dont l'alliance avec Vox ne lui permet toujours pas d'atteindre le seuil des 176 sièges pour avoir la majorité au Parlement. Le Parti populaire conservateur espagnol PP a entamé des pourparlers avec d'autres partis pour solliciter leur soutien à la tête d'un nouveau gouvernement. C'est ce qu'a déclaré son chef de file Antonio Núñez Feijóo. Si M. Sanchez n'accepte pas le dialogue avec le Parti populaire, nous explorerons toutes les voies pour doter l'Espagne d'un gouvernement et nous le ferons dès que possible. Je le fais parce que je crois que le blocus est un scénario indésirable pour notre pays. Et puis un mot d'économie en Europe, la demande de crédit d'entreprise plonge à son plus bas niveau depuis 2003 dans la zone euro. Selon la Banque centrale européenne, la baisse de la demande de prêts des entreprises au deuxième trimestre a été nettement plus forte que prévu, signe que la hausse des taux pèse toujours sur l'économie, explique par ailleurs la BCE dans un communiqué. L'armée russe a affirmé ce mardi avoir détruit pendant la nuit 2 drones navals ukrainiens ayant attaqué l'un de ses patrouilleurs en mer Noire au cœur de ces derniers jours de tensions accrues entre Kiev et Moscou. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les 2 drones ont été détruits avec l'armement du navire russe à une distance de 1000 mètres et 800 mètres sans faire de blessés, précisant que son patrouilleur, le Sergei Kotov, se trouvait à 370 km au sud-ouest de Sébastopol. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé inacceptable l'éventualité d'une prolongation des restrictions à l'exportation des céréales ukrainiennes au sein de l'Union européenne, comme le réclament 5 pays voisins de l'Ukraine, afin de protéger leurs agriculteurs. J'ai tenu une réunion approfondie avec les responsables gouvernementaux et nos responsables internationaux concernant l'exportation de produits agricoles ukrainiens à travers le territoire des pays européens. Il existe un accord crucial avec la Commission européenne concernant le 15 septembre. C'est la date limite pour l'existence de restrictions sur nos exportations de céréales. Nous pensons que la partie européenne remplira son obligation concernant cette date lorsque les restrictions temporaires cesseront. Le secrétaire d'État américain a accusé la Russie d'obstructionnisme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, lors d'une réunion avec la secrétaire générale de cette organisation, Helga Maria Schmidt. La Russie avait de son côté accusé l'OSCE de transmettre des informations sur l'emplacement des forces russes et pro-russes au service de renseignements occidentaux et ukrainiens. Et c'est la fin de ce 19h. Merci de votre attention. Excellente soirée sur L24 News.